Bonjour à tous. Sur le chemin de la brocante, j'ai rencontré ce coquelicot dans l'eau. Quelqu'un avait dû le déposer avant mon passage dans la fontaine de ce joli village. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi en brocante, contrairement à la dernière fois où il s'agissait d'un vide-grenier. La différence entre les deux, eh bien, c'est que dans une brocante, il y a des particuliers et des professionnels également, alors que dans un vide-grenier, normalement, il n'est censé avoir que des particuliers. Il existe un troisième type de manifestation qui s'appelle les antiquités brocantes. Dans ce cas de figure-là, en plus des particuliers et des professionnels, vous allez y rencontrer des antiquaires qui vont pouvoir vendre des antiquités qui ont donc plus de 100 ans, puisque normalement il faut avoir au moins un siècle pour atteindre ce stade d'antiquité, et ce sont les seuls qui vont pouvoir également vous délivrer un certificat d'authenticité pour un objet. Un brocanteur classique ne pourra pas le faire. Il existe aussi des foires ou des bourses, mais elles sont en général thématisées, par exemple une bourse aux jouets ou une foire aux antiquités. Je vous laisse visionner ce petit tour de brocante et on se retrouve après dans quelques minutes pour que je vous montre toutes mes trouvailles du jour.
On se retrouve en face caméra pour que je vous montre en fait ce que j'ai chiné ce jour-là dans cette brocante. Donc contrairement à la dernière fois où je vous ai emmené en vide-grenier, et bien ici il s'agissait d'une brocante et donc les prix étaient d'ailleurs un petit peu plus élevés que dans le vide-grenier que je vous ai montré la dernière fois. Sur les petites choses que j'ai trouvées, j'ai d'ailleurs tout acheté chez des particuliers, j'ai rien acheté chez les brocanteurs professionnels. En revanche, j'ai apprécié visiter leur stand parce qu'il y a toujours de très jolies choses que j'aime beaucoup. Mais c'est vrai qu'au niveau du porte-monnaie, ça devient un petit peu compliqué. Je m'interdis pas d'acheter chez eux, mais c'est vrai que je le fais plutôt pour un vrai gros coup de cœur ou pour une pièce que je veux réellement et que j'ai du mal à chiner autrement en fait. Pour commencer ce retour de brocante, j'ai choisi de vous présenter cet objet en premier. Alors il s'agit d'une sorte de presse-papier qu'on peut mettre sur un bureau. Ça peut aussi servir de serre-livre, même si vraiment dans ce cas de figure-là, étant donné qu'ici c'est assez vide, c'est plutôt un presse-papier. Vous voyez en dessous d'ailleurs qu'il y a un petit tissu qui est collé pour faire antidérapant, hein, tout simplement, étant donné que là, on a du marbre, c'est quand même une pierre, c'est lourd et ça peut rayer le bois du bureau où vous le posez. On a au-dessus une très belle hirondelle en plein vol qui fait un beau piqué. Alors ça, c'est vraiment ce qui m'a séduit, hein, puisque j'adore les hirondelles. Dans la région du sud où je suis, il y en a pléthore depuis le mois de mars, début avril. Et c'est vrai que j'ai vraiment un attachement pour ces oiseaux-là. Et donc j'étais très contente de tomber sur ce joli objet. Alors ça pour le coup je pense que c'est de la régule, hein. On n'est pas sur un bronze, mais ça n'empêche pas qu'il est très beau. Il n'y a pas de signature dessus du coup, ce qui me laisse également penser qu'on est plus sur des régules. Alors comment on reconnaît le régule du bronze? Le régule est beaucoup plus léger que le bronze, ça c'est la première chose. Mais là comme on a un marbre, et c'est vraiment du marbre, c'est un peu trompeur parce que du coup l'objet est lourd, donc on peut penser qu'il y a un bronze au-dessus. L'autre chose qu'on peut regarder, c'est s'il n'y a pas une petite marque de blanc quelque part, puisque si on gratte le régule, ou si ça a été gratté ou abîmé, vous verrez des traces blanches en dessous, alors qu'avec le bronze, eh bien, on va avoir une couleur dorée qui va apparaître en dessous la patine. Donc ça, c'est le meilleur moyen de reconnaître finalement le bronze du régule. Évidemment, le régule est bon marché, c'est un métal tout simple en fait, hein, qui a été patiné en imitant le bronze. Et du coup, ça n'a pas du tout la même valeur. Alors j'avoue que celui-ci est plutôt bien fait et il n'y a pas d'endroit qui a été gratté et qui est blanc et qui me confirmerait que c'est une régule, mais quand même je pense qu'on n'est pas sur du bronze. Souvent les bronzes sont quand même signés ou ont au moins un petit poinçon qui certifie le fondeur quand il n'y a pas de signature. Ça n'empêche pas qu'il est vraiment très beau et plutôt qualitatif. Regardez-moi cet œil vif, le bec de l'oiseau qui suit bien le mouvement descendant comme ça. Enfin voilà, j'aime beaucoup aussi bien la pose de l'oiseau que l'objet en lui-même tout simplement, et donc j'étais contente de trouver ça. Je l'ai eu pour pas cher, je l'ai acheté 3 €, ce qui je pense est quand même très raisonnable vu l'état, parce qu'il est vraiment en parfait état, la pierre n'est pas du tout abîmé, voilà, il est pas rayé, il a une belle patine, donc je suis plutôt contente. Ensuite, j'ai craqué pour cette géode. Alors c'est une petite géode, hein. Vous voyez qu'elle tient dans le creux de ma main, mais quand même, elle est très jolie et elle est bien faite. Vous voyez qu'à l'intérieur, il y a déjà plusieurs couches, ce qui me plaît beaucoup, et puis on a vraiment du quartz étincelant au milieu, et ça, j'aime beaucoup quand ça fait comme ça. Plusieurs niveaux bien délimités, puisque parfois il y a des géodes où on ne voit pas très bien les différentes couches et où à l'intérieur ça brille pas beaucoup. Certes, il y a des cristaux, mais ils sont tout petits ou un petit peu cassés. La seule chose que je pourrais lui reprocher, c'est que finalement elle n'est pas très colorée. Mais vous voyez ici qu'il y a quand même un petit peu de gris, de jaune orangé, là on a du blanc et là on repart sur du gris et au fond il y a une ligne noire. Mais elle a une jolie forme d'œil, voilà, ça m'a beaucoup plu, elle est quand même très bien formée. Et donc vous voyez ensuite au dos, et bien tout simplement la pierre brute dans laquelle il y avait la géode. Il y avait probablement un autre morceau en face, hein. C'est comme ça souvent quand on découvre une géode, on la casse en deux et on découvre à l'intérieur ce qu'il y a de magique. Donc voilà, je n'avais pas de géode, j'en avais quand j'étais petite, une toute petite d'ailleurs, que j'ai perdue au fil du temps, je ne sais pas ce qu'elle est devenue, j'ai dû trop jouer avec. Et j'ai eu aussi des tranches de géode, vous savez, en dessous de plat, pareil, que j'ai perdu, que j'ai eu quand j'étais enfant.
Et donc là, c'était vraiment l'occasion d'en acheter. Alors, je ne l'ai pas acheté à un vendeur pro, je l'ai vraiment acheté à une dame qui avait un stand de particulier. Mais il n'est pas rare en brocante de retrouver parfois des stands entiers de pierres précieuses. Évidemment, c'est un peu un vide juridique. Hein. C'est pas quelque chose de seconde main en soi, mais c'est pas non plus quelque chose de neuf, hein, puisque les pierres ont quand même des milliers d'années. Donc ça passe et c'est pour ça qu'on en retrouve souvent dans les brocantes et que les vendeurs ne se font pas aligner et qu'on les tolère. Ceci dit, moi en général j'évite d'acheter chez eux, déjà c'est cher, et ensuite parce que je préfère acheter réellement un objet de seconde main à un particulier. Donc voilà, celui-ci est vraiment un objet que j'ai acheté directement à un particulier et j'en suis très contente. J'aimerais bien en trouver une autre plus grosse un jour avec plus de couleurs d'ailleurs à l'intérieur. Mais c'est déjà pas mal, vous savez que j'adore les pierres, donc elle viendra rejoindre la collection à la maison. Ensuite, j'ai chiné ce joli bougeoir. Alors, il est en laiton doré, celui-ci. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il a le fameux bouton pressoir. Alors, je vous le remonte, vous voyez, il marche bien. Souvent, dans les bougeoirs comme ça, il faut faire attention parce que soit le bouton est absent, ça se casse assez vite, soit il ne coulisse pas. Ou très mal. Et là, c'était pas le cas puisque à l'intérieur, vous voyez qu'il n'a pratiquement pas de verre de gris, ce qui est plutôt bien parce que souvent dans ces bougeoirs-là, quand vous regardez à l'intérieur, il y a énormément de verre de gris. Le verre de gris attaquant le bronze, mais également le laiton. Et donc, c'est vrai que dès qu'il y a trop de verre de gris, vous savez que le bouton pressoir est un petit peu en danger. Et ou que la partie coulissante ne va pas très bien fonctionner. En plus, c'est hyper difficile à nettoyer à l'intérieur et donc en général, vous ne pouvez pas en venir à bout. Le principe de ce bougeoir, c'est que vous mettiez votre bougie là et au fur et à mesure qu'elle se consommait, eh bien, vous pouviez tout simplement relever le piston pour réussir à faire brûler jusqu'au bout votre bougie et profiter pleinement de la bougie en entier. Il ne faut pas oublier qu'on a une expression dans la langue française qui dit faire des économies de bout de chandelle. Cette expression est vraiment à prendre au bout de la lettre, hein, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas d'électricité, on utilisait jusqu'au bout la bougie. Voilà, donc ce n'est pas qu'une expression, faire des économies de bout de chandelle, et d'ailleurs ça vient réellement du fait qu'on récupérait les bouts de chandelle, qu'on les refondait ensemble pour en recréer une nouvelle. Souvent ces bougeoirs-là sont vendus par deux, donc moi j'en ai trouvé qu'un, mais comme il est en bon état, je suis super contente et je pense que j'aurais pas trop de mal à en trouver d'autres. C'est en plus assez à la mode et ça coûte assez cher sur internet, donc j'étais contente de tomber dessus en brocante. Je me souviens plus du prix, mais franchement j'ai dû payer peut-être 1 ou 2 euros. C'est vrai que je me souviens plus trop, mais vraiment pas beaucoup plus que ça en tout cas, voilà, 1 ou 2 euros. De toute façon, je vous le dis à chaque fois, en général, je vous donne pas trop les prix de ce que j'achète parce que en brocante, je n'achète jamais un objet plus de 5 euros. Tout ce que j'achète est compris entre quelques centimes et 5 euros maximum. Et puis en plus, je fais tellement de brocante que souvent j'oublie un petit peu les prix entre temps, surtout que j'ai tendance à les négocier, donc entre ce que m'a dit le vendeur et ce que je demande moi et ce qui est accepté, etc. Après, j'oublie. Comme je vous ai dit aussi, les prix en brocante, c'est pas très représentatif en réalité parce que ça dépend de votre région, ça dépend de l'acheteur que vous avez en face et c'est vrai que c'est pas parce que j'achète ça à 1 ou 2 euros que vous, dans votre brocante, vous allez le payer ce prix-là. Mais je sais que vous aimez bien avoir les prix, donc de temps en temps, quand je m'en souviens, je vous les donne. Ensuite, au niveau des objets, j'ai également craqué pour ce trio de petits cadres. Donc, comme ils sont fragiles, je vais pas pouvoir vous les montrer vraiment comme ça, bien de visu. Mais vous reconnaîtrez peut-être les portraits de ces illustres personnages. Alors ici en fait pour commencer on a l'impératrice Joséphine Bonaparte que vous aurez peut-être reconnu. Là vous avez son mari qui était donc Napoléon Ier et sur le dernier cadre on a un personnage un peu moins connu en France qui s'appelle l'Aiglon. Alors l'Aiglon, ça vous dit peut-être quelque chose, c'est un surnom que Napoléon Ier a donné à son fils, qui est donc ce personnage-ci que vous voyez représenté. Alors il l'a eu en fait avec sa deuxième femme, Marie-Louise d'Autriche et non Joséphine de Beauharnais, puisqu'il n'a pas eu d'enfant avec sa première femme, qui est devenue donc Joséphine Bonaparte et que je vous ai montré ici au niveau du cadre. Donc en fait c'est marrant parce qu'on a trois personnages qui techniquement ne sont pas une vraie famille, hein, puisque Joséphine n'est pas la mère de l'Aiglon. L'Aiglon
est aussi Napoléon II. Alors c'est très peu connu dans les livres d'histoire français, hein. Normalement à l'école on vous a pas trop parlé de Napoléon II. Il y a une raison toute bête, c'est que Napoléon II n'a régné que 15 jours et que en plus à l'époque il avait 3-4 ans quand c'est arrivé et que par-dessus le marché il n'était même pas en France au moment de son règne. Alors pourquoi? Tout simplement parce que Napoléon a connu plusieurs difficultés à l'époque de la naissance de son fils et qu'il a dû abdiquer 2 fois, et la deuxième fois il a abdiqué en faveur de son fils qui est devenu Napoléon II et qui a été reconnu par la constitution française de l'époque. Mais étant donné que c'était un jeune enfant et qu'il n'était pas sur place, il y a la monarchie française qui en a profité tout simplement pour faire son retour, et au bout des 15 jours de règne de Napoléon II, eh bien, il y a eu Louis XVIII qui a repris le trône. Voilà un petit peu pour vous expliquer le personnage et son règne. Donc c'était la petite minute historique. Au niveau du petit cadre, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, alors c'est tout petit, je vous ferai une photo parce que vous verrez vraiment rien là comme ça à la caméra, il y a écrit Primior. Primior, j'ai cherché, c'est une marque de vin qui, il y a quelques décennies en arrière, comme beaucoup de grandes marques, faisait pas mal de produits dérivés, de produits publicitaires, de goodies comme on dirait aujourd'hui. Et je pense que ce trio de petits cadres était probablement des goodies de cette marque-là. Alors je dis je pense parce que j'en ai pas eu la preuve avec mes recherches sur internet. Oui, il y a bien une marque de vin qui s'appelle Primior. Oui, elle a fait énormément de goodies à l'époque, mais je n'ai pas retrouvé cela en particulier. Alors ça peut s'expliquer par plusieurs choses. La première, c'est que ces petits cadres sont quand même assez fragiles, ils ne sont pas très qualitatifs, ce qui tend aussi à penser que ce sont bien des goodies d'ailleurs, puisqu'ils ne sont pas très qualitatifs et que les goodies étaient faits souvent en plastique et pas très qualitatifs. C'est effectivement du plastique, c'est du plastique ancien hein, tel qu'on le faisait à l'époque, donc vous voyez qu'il est jaunissant, il est cassant, hein, celui de Napoléon là est un petit peu cassé, ce qui me laisse penser que ces petits cadres n'ont pas très bien survécu dans le temps hein, et qu'ils ont été souvent abîmés, voire complètement réduits en bouillie. Et on voit aussi que ce n'est pas très bien finalisé, on a un cadre creux, donc d'où le plastique cassant quand même, et on a juste un bout de carton recouvert d'un velours vert pour constituer le cadre et au niveau de l'arrière, donc c'est pas très solide. Donc ils sont tous comme ça, vous voyez d'ailleurs que celui de Joséphine est un petit peu abîmé par l'humidité à l'arrière, et je pense qu'ils ont voilà, mal vieilli. Ceci dit, je trouve que c'est quand même charmant, voilà, j'aime beaucoup les deux couleurs, là, cette espèce de vert bouteille et le côté ivoire comme ça. Sachant que ça leur donne un aspect un peu camé et que j'adore les camés et que c'est pour ça en fait qu'ils ont attiré mon attention sur le stand. On peut peut-être imaginer qu'il y avait d'autres petits cadres dans la série, hein, c'est tout à fait possible puisque comme je vous ai dit, Joséphine n'étant pas la mère de l'Aiglon, peut-être qu'il y avait Marie-Louise d'Autriche, la mère de l'Aiglon et la deuxième femme de Napoléon du coup. On peut aussi imaginer qu'il y avait peut-être les enfants de Joséphine, puisque Joséphine, de son premier mari, le vicomte de Beauharnais, elle a eu Eugène et Hortense, qui sont plutôt connus, notamment Hortense qui a été reine de Hollande et qui est quand même la mère de Napoléon III, donc il est fort probable qu'il y ait eu peut-être un portrait de Hortense et de Napoléon III du coup, hein, parce que ça serait assez logique si on suit un petit peu l'histoire. Voilà, donc là j'extrapole hein, parce que j'ai pas retrouvé, comme je vous ai dit, d'image de ces cadres-là sur internet en faisant mes recherches. Donc si vous connaissez, peut-être que vous en avez eu enfant, enfin j'en sais rien, si vous connaissez ces produits-là, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos informations. Mais c'est vrai que mes recherches ne m'ont pas donné plus d'informations que ça. Après j'ai fait quand même des recherches rapides, j'ai pas mis des heures et des heures. Mais c'est vrai qu'en cherchant l'historique de Primior, en cherchant sur Google Images ces cadres-là, etc., j'en ai pas retrouvé de traces. Donc, comme je vous l'ai dit, ils ont peut-être été victimes un petit peu de leur fragilité dans le temps. Et puis, si c'était des goodies de l'époque, peut-être qu'ils n'ont pas été commercialisés, offerts très très longtemps sur la durée aussi, ce qui peut en faire du coup des objets publicitaires assez rares. Voilà, j'en sais pas plus, toujours est-il que je les aime beaucoup et que je les trouve très jolis. Et sur un mur, de leur petite taille, de leur aspect un petit peu comme ça, camé, silhouette, ça rend assez bien, j'aime bien le style. On passe à un autre objet publicitaire, mais cette fois-ci en vaisselle, puisque j'ai trouvé ces deux
petits bols. Et au fond de ces petits bols, vous le verrez peut-être sur la caméra, il y a écrit huile or Dulcine. Alors huile or, en fait, ça existe toujours, hein, c'est une marque d'huile. Alors aujourd'hui, je crois que c'est Le Sieur qui la fabrique, bon, j'ai un doute, mais bon, ça existe toujours. Toujours est-il que Huile or est une marque d'huile très très connue. Et pour cause, ça a été la première huile vendue en bouteille en France. Puisque avant, l'huile était vendue en bidon, vous savez, en bidon de métal, tel qu'on le retrouve encore dans certains pays. Et donc c'est vrai que cette marque, grâce à la mise en bouteille de l'huile d'olive qu'elle vendait, a eu tout de suite un essor et a tout de suite beaucoup plu au niveau des ventes dans le marché français. C'est une marque qui faisait énormément de produits publicitaires, dont ces petits bols. Alors ces petits bols existent en petit format comme ça, mais ils existaient aussi en grand saladier, en plusieurs couleurs d'ailleurs. Il y en a des bleus, il y en a des roses, il y en a des verts turquoises, il y en a peut-être d'autres d'ailleurs que j'ai pas vu passer. Et à chaque fois, il y avait au fond, voilà, huile or Dulcine qui était écrit. Moi, ce que j'aime beaucoup, outre leur couleur acidulée que j'aime bien pour l'été notamment, c'est le côté dentelé ici qui leur donne un petit côté fleur comme ça, là, ça on dirait un petit peu un coquelicot, et celui-là, je sais pas, un bouton d'or, un tournesol, enfin ce que vous voulez, mais il y a un petit côté fleuri dedans que j'aime bien, et voilà, sur la table d'été, pour l'apéro, etc., je trouve que c'est vraiment très sympa, il y avait que ces deux couleurs, donc peut-être qu'un jour j'en chinerai d'autres avec les autres couleurs, ça me ferait très plaisir en tout cas. Ensuite, on poursuit avec de la vaisselle toujours, puisque j'ai trouvé ce petit ravier. Voilà, alors ça, clairement, si vous me suivez depuis un certain temps, vous savez que j'aime beaucoup les raviers. En fait, je m'en sers parfois comme plat de présentation, mais souvent je m'en sers comme assiette directement. Parce que j'aime bien cette forme ovale et j'aime bien y mettre mes pâtes ou une salade. Enfin voilà, c'est un format que j'utilise en assiette. Voilà. Et donc j'en ai plein, ils sont dépareillés et de temps en temps ça me prend, je fais une table avec. En général, c'est pour nous à la maison, pour nous 4. Mais ça m'arrive quand j'ai des invités de faire une table avec des raviers, notamment pour l'entrée. Je trouve que c'est assez joli. Ou alors aussi parfois pour le dessert, ça peut être sympa. Ça dépend de ce que vous mettez dedans. Donc là, au niveau de l'estampille, on a Sarreguemines et c'est le modèle Pergola, voilà, et j'aime beaucoup parce que c'est tout simplement un panier avec des roses dedans et ça c'est un modèle en général que j'aime bien. J'aime bien également la frise tout autour qui rappelle le panier ici. Voilà, j'ai trouvé qu'il était vraiment charmant, vraiment mignon et comme j'avais pas ce modèle dans ma collection et qu'il est en parfait état, il n'a pas un éclat, il n'a pas de fissure, la peinture est encore très bien, j'étais contente de cette petite trouvaille. On termine avec le dernier objet. Alors le dernier objet, il est un petit peu atypique par rapport à ce que je vous montre d'habitude. Je sais pas s'il va plaire à tout le monde, mais moi quand je l'ai vu, il me le fallait. C'est un téléphone hamburger. Oui, oui, vous avez bien entendu, un téléphone hamburger. Vous voyez ici quand il est fermé et vous le voyez là quand il est ouvert. Alors je l'ai trouvé avec sa boîte comme ça, telle quelle. Donc je vais vous l'ouvrir pour vous le montrer quand même en vrai, pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc là, il est emballé, il est comme neuf. Et il y a à l'intérieur également une petite notice. Donc je vous montre la notice. Hein. Il y a tout simplement les instructions en anglais à l'intérieur. Ici, on a le fameux téléphone. Donc voilà, vous voyez qu'on a présentement un cheeseburger hein, au vu de sa tête avec une tranche de fromage, le burger classique et quand on l'ouvre, on a les touches à l'intérieur et donc en gros ça donne « Allô, oui, ça va ?» Voilà, vous voyez, c'est un look, c'est un style, on aime ou on n'aime pas, mais moi j'adore. En fait, c'est un téléphone qui à mon avis n'est pas vraiment vintage, hein. Vous voyez au niveau de la prise, il est vraiment super beau. Dans les années 2000, ça se vendait parce que je sais que j'en avais repéré en magasin à une époque. Vous savez, dans les magasins qui font des trucs un peu rigolos, style la chaise longue, ce genre de boutique. Ça fait un bout de temps que j'en ai pas vu, donc je pense qu'il n'est pas si récent que ça, mais il n'est pas vintage. Vraiment, je pense qu'il date des années 2000. À l'époque, il y avait quand même eu une grande mode là-dessus. Et je l'ai testé chez moi et il marche, il sonne. Voilà, je l'ai appelé avec mon portable et ça fonctionne parfaitement. Donc le truc c'est de savoir si je vais vraiment l'utiliser ou pas. Il faut savoir que je n'ai pas de téléphone fixe chez moi, on se sert que des portables. Mais j'ai comme tout le monde quand on a un accès internet une ligne téléphonique et donc je me demande si finalement je vais pas tout simplement le brancher et m'en servir. Après c'est vraiment pour l'objet tel quel que je l'ai acheté parce que vraiment je trouve ça trop rigolo, trop chouette, trop kitsch aussi. Et en plus j'ai quand même une certaine
adoration pour les objets qui reprennent le motif d'hamburger. J'aime bien, c'est vraiment décalé, c'est vraiment rigolo, c'est très ludique. Les filles évidemment adorent, je vous dis pas comme elles ont joué avec quand je l'ai acheté. Et donc il y a des collectionneurs hein, de téléphones comme ça rigolos, il y a plein de formes différentes, très drôles. Bon après j'en ferai pas collection, je pense que ça va pas être un début de collection, mais celui-ci vraiment je pouvais pas repartir sans, donc voilà, il m'a suivi. Et bien voilà, je vous ai montré tout ce que j'ai trouvé pendant cette brocante. J'espère que ma petite sélection d'objets chinés vous aura plu. Et maintenant, on va passer à une visite que j'ai faite le week-end dernier à Menton. Donc comme la dernière fois dans la précédente vidéo où je vous avais mélangé brocante et visite de la ville de Grasse, et bien là, je vous invite à me suivre lors de ma visite de la ville de Menton dans le sud de la France, à la frontière avec l'Italie. C'était la première fois que j'y allais et vraiment j'ai adoré cette ville très ensoleillée, très colorée, qui rappelle vraiment l'Italie qui est juste à côté et qui évidemment est la ville du citron. Je pense que si vous y êtes déjà allé, vous n'avez pas pu passer à côté. Et donc je vous montre tout ça en vidéo et à la fin je vous montrerai ensuite à nouveau en face caméra tous les petits souvenirs que j'ai achetés sur place à Menton. Comme la dernière fois quand je suis allée à Grasse, en fait, à chaque fois que je vais dans une ville, dans un pays, etc., ben, j'aime bien faire ma touriste et je ramène souvent des produits artisanaux, des produits gastronomiques, des petits objets, enfin voilà, des choses qui m'ont vraiment tapé dans l'œil. Je n'ai rien chiné à Menton puisque j'y suis allée uniquement sur un week-end et qu'il n'y avait pas de brocante à ce moment-là. Mais en revanche, voilà, j'ai trouvé plein de petits souvenirs qui ont fait un petit peu prolonger le voyage une fois de retour à la maison. Allez, je vous laisse avec ma petite escapade à Menton, c'est parti! Un incontournable de Menton, c'est de gravir les marches en colimaçon qui mènent à la basilique Saint-Michel-Archange. Il y a une vue magnifique sur la mer pendant l'ascension qui mène à l'église.
Il est aussi très agréable de se perdre dans les petites ruelles de Menton. En effet, la ville historique est vraiment bourrée de charme et avec des façades toutes plus colorées les unes que les autres. En remontant vers la colline du vieux château, où il y a désormais un cimetière à la place du château, eh bien on a une vue magnifique. En plus, les tombes anciennes sont vraiment superbes, ça vaut vraiment le coup de faire cette balade sur les hauteurs de Menton.
Des orques. Ah, au moins. Et maintenant, je vais vous montrer mon shopping spécial Menton. On commence par l'eau de parfum éponyme de la ville, senteur citron l'original, qui a vraiment une odeur très fraîche à porter pour l'été. Un autre incontournable de Menton, c'est la maison Herbin qui fait des confitures d'agrumes à se damner. J'ai également craqué pour cette boîte de petits biscuits au citron de Menton, vraiment très bon et fondant en bouche.
J'ai également craqué pour des savons qui sentent divinement bon dans cette boutique parfumerie qui s'appelle L'Eau Chaudron. Je ne pouvais pas repartir de ma balade sans mes cartes postales de la ville de Menton et également de la Côte d'Azur. Et pour finir, le traditionnel aimant à l'effigie de la ville, sans lequel je ne peux repartir. Et on se dit au revoir sur une note de fin florale, puisque je vous partage avec vous les images de mon bouquet de la fête des mères du week-end dernier. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie beaucoup pour votre soutien. À très bientôt.